Voilà, très bien. Nous allons reprendre nos travaux. Il était normalement prévu que M. Gaston Tong-Sang interviendrait en cet instant. Et malheureusement, pour des considérations de vol, puisqu'il vient de son île de Bora Bora, dont il est maire, et l'avion a eu quelques retards ce matin. Donc, mais ce n'est pas grave, nous allons intervertir les intervenants et nous allons demander à Michel Buyard, ici, qui devait intervenir cet après-midi pour rendre également son témoignage sur son vécu de l'autonomie. Michel Buyard, qui est maire de Papeete, représentant à l'Assemblée, président de la commission des institutions de notre Assemblée et qui a été aussi ancien ministre du gouvernement local et ancien député. Donc je vais inviter Michel Buyard à venir à la tribune et puis partager avec nous voilà, son expérience de l'autonomie. Sous vos applaudissements. Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Président de l'Assemblée de Polynésie française, Madame la Ministre Brigitte Girardin, Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président du Conseil économique, social et culturel, Mesdames et Messieurs les ministres, bon, ils sont déjà en Conseil des ministres, là. Mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, Maeva Yorana, je viens de vous souhaiter la bienvenue dans notre langue polynésienne, aux conférenciers. C'est un honneur et un privilège de m'exprimer devant vous aujourd'hui dans cette Assemblée à l'occasion du 30e anniversaire de notre autonomie. Je remercie notre président Edouard Fritsch de m'avoir invité pour évoquer cette époque où, à ses côtés, nous faisions avec foi et enthousiasme, et aussi, il faut bien l'avouer, avec un zeste de candeur, l'apprentissage de la gestion de notre pays sous la houlette du président Gaston Floss. J'avais eu la chance et l'honneur qu'il me choisisse pour faire partie du premier gouvernement de l'autonomie interne en septembre 1984. Une chance et un honneur, mais aussi un sacré challenge. Nous voici soudain bombardés ministres avec les plus hautes responsabilités sur les épaules, mais nul d'entre nous n'a évidemment jamais assumé de telles fonctions auparavant, à l'exception du président, bien sûr. Il nous fallait tout apprendre. Chacun apportait ce qu'il pouvait avec ses connaissances, ses qualités, et tous en avaient de grandes. J'aimerais les citer car, malgré ce qu'il a pu se passer par la suite, ils ont fait beaucoup pour notre pays. Dans l'ordre protocolaire, il y avait Alexandre Leontieff, à qui Gaston Floss avait confié la vice-présidence et l'économie. Jacques Tehoura était chargé de l'éducation et de la culture. Je me souviens d'ailleurs de nos séances à l'Assemblée où Jacques portait le dossier du drapeau et de l'hymne et que nous avions adopté, pas à l'unanimité, mais à l'époque. Donc, je dois vous avouer que j'ai écouté l'exécution de notre hymne avec beaucoup d'émotion, chanté par le jeune Teicho. Donc, et je pense à chaque fois à nos séances de travail ici, lorsque nous avons adopté cette délibération. Ça s'appelait comme ça, hein. Il n'y avait pas de loi de pays, c'était encore des délibérations. Sylvain Milot s'occupait de l'agriculture, Patrick Posselier était aux finances, notre président Edouard Fritsch était alors ministre de l'Équipement et il avait comme directeur de cabinet Gaston Tong-Sang. Il n'y avait alors qu'une seule femme au gouvernement. La première polynésienne à avoir été nommée ministre, Huguette Honkyu. Le président lui avait attribué les affaires sociales, la famille et la solidarité. Et notre cher Toté, Lysis Lavigne, avait la santé. Il a plus, malheureusement, Lysis n'est plus de ce monde, mais c'était quelqu'un qu'on appréciait beaucoup. C'était le sage de l'équipe. Georges Kelly avait la jeunesse. Et le talentueux Alban Elacotte, qui s'occupait déjà de Hokulea, mais à l'époque, il avait la haute main sur les transports.
Quant à moi, le Benjamin de l'équipe, non, Édouard est plus jeune que moi. Quant à moi, j'étais chargé du travail, de l'emploi et du logement. Comme je le disais tantôt, nous partions d'une page quasiment blanche. Il a fallu tout construire à partir de zéro. Nous avions alors beaucoup moins de soucis en matière de chômage qu'aujourd'hui, mais d'une manière générale, l'exode massif de population des archipels vers Tahiti après l'arrivée du CEP avait entraîné de graves problèmes sociaux qui ne faisaient que s'accentuer avec le temps. Je me souviens de quelques images, de quelques paroles, et je me souviens d'Édouard, à l'époque, qui avait à traiter des problèmes de concession perlière. Et il s'agissait à l'époque de déterminer, de fixer les modalités d'attribution et de chercher des critères d'attribution. À qui on devait donner, parce qu'évidemment, il y avait déjà des gens qui avaient la puissance financière qu'il fallait, qui pouvaient tout acheter dans les îles. Mais il fallait protéger nos populations, je ne dirais pas autochtones, mais originaires des Tuamotu. Et c'est Édouard qui a trouvé la solution. La solution était simple finalement, puisqu'il fallait donner le droit à un Paumotu de pouvoir disposer d'une concession au droit de sa propriété. Donc c'était comme ça que Édouard avait traité le problème. Mais les dossiers étaient entassés comme ça et ça a été difficile. Et grâce à cette solution qui était relativement, après tout, très très sage, nous avons pu avancer. Donc, à l'instant, quelqu'un disait, et c'est peut-être le président Fritsch qui disait que le mérite de l'autonomie, c'est que l'on puisse décider nous-mêmes de nos propres affaires et non pas attendre à chaque fois que le pouvoir central veuille bien faire un signe ou aller dans un sens ou dans un autre. C'est le cas pour la santé. Vous savez, en France, il y a eu le scandale du sang contaminé. Et grâce à l'Isis Lavigne, un jour, je me souviens toujours, en Conseil des ministres, l'Isis arrive et puis il nous dit, voilà, il y a une pandémie, il y a une menace qui pèse sur la santé de nos populations, c'est le sida. Et il faut absolument agir, éviter que la contamination ne se fasse par transfusion sanguine. Et c'est l'ISIS qui nous a proposé 2 tests plutôt qu'un seul test. Et c'est de cette manière que nous avons évité la contamination du sida par transfusion sanguine dans notre pays. C'est grâce à l'ISIS Lavigne et aux décisions qui avaient été prises à l'époque. Que ce soit donc en matière de logement, de santé, de transport, de protection sociale, les besoins étaient considérables. Notre urgence était de retisser le lien social et de rééquilibrer la répartition des richesses. 2 ans plus tôt, alors vice-président du gouvernement, Gaston Flosse m'avait demandé de mettre en place un organisme public spécifiquement destiné à traiter ces problèmes. C'est ainsi que fut créé l'OTAS, l'Office territorial d'action sociale et de solidarité. C'est ainsi que fut mis en place le minimum vieillesse, les allocations pour handicapés. Heureusement, toute cette mécanique expérimentale était savamment orchestrée par l'incontournable Gaston Flosse, alors maire de Pirée. Sa persévérance en opiniâtreté, même dans les négociations avec Paris, sa vision claire d'une Polynésie française autonome, son sens politique et les appuis qu'il avait su se ménager furent déterminants. La relation d'amitié sincère qu'il entretenait avec Jacques Chirac nous fut également d'un grand secours. Elle nous permit notamment de bénéficier de l'expertise et de la compétence de conseillers et d'administrateurs dévoués et de grands talents. 30 ans. Ils ont passé comme un éclair, dans la fulgurance des événements qui ont bouleversé et transformé notre pays et notre peuple. Nous avons d'abord connu une période d'euphorie. Nous avions tout à faire, tout à créer, tout à découvrir. L'avenir s'offrait à nous. Nous étions unis par la foi de construire notre pays ensemble et la population nous soutenait. Pourtant, si l'autonomie était inscrite dans les textes, c'était loin d'être le cas dans tous les esprits. Les anciennes habitudes avaient la vie dure et nous avons dû mener un combat incessant
pour imposer notre interprétation polynésienne du nouveau statut. C'est ainsi que le tribunal administratif, lui-même une création de l'autonomie, fut un des acteurs principaux de cette épopée. Alors, une petite anecdote également, à l'époque, lorsque nous avons mis, par exemple, le minimum vieillesse en place, il suffisait de pondre une délibération et de le présenter à l'Assemblée. La délibération avait été préparée dans nos services, donc on avait pu disposer des conseils éclairés à l'époque de Jean Pérez. Ça aussi, c'est un important personnage qui a beaucoup fait pour notre pays. Et donc avec Jean, on avait préparé notre texte. Il a été adopté par l'Assemblée. Il n'a pas fait l'objet de recours. La chance qu'on avait eue à l'époque, c'est qu'on n'était pas atteint encore de cette maladie déplorable qui était la procédurier. Aujourd'hui, alors là, il n'y a pas un seul texte que l'on peut faire passer aussi facilement que cela. Notre bonheur était aussi tempéré par ce qu'il se passait chez nos cousins calédoniens. Nous étions concernés et attristés par les événements tragiques de Nouméa, même s'ils mettaient encore davantage en lumière la chance que nous avions en Polynésie française de gagner notre émancipation politique dans la paix, sans violence et sans martyrs. Évidemment, il y a beaucoup à dire sur l'évolution respective de nos deux statuts, le statut de Nouvelle-Calédonie et le nôtre. Ce sont les événements qui ont fait avancer la situation statutaire en Nouvelle-Calédonie, alors que le nôtre, on l'a fait dans la paix, en négociation avec l'État. Je me souviens aussi qu'à l'époque, malheureusement, ce sont des souvenirs qui sont difficiles. Il y a eu les événements de Thio en 1984 et le gouvernement m'avait dépêché sur place pour m'occuper de la collectivité, bon, on va simplifier les choses, la communauté polynésienne, qui avait été chassée par les habitants de Nouvelle-Calédonie, qui avaient été chassés de Thio et s'étaient tous réfugiés à Nouméa. Donc il s'agissait pour nous de leur donner à manger et de les loger. Donc je me souviens d'être allé dans les tours de Saint-Quentin pour loger nos frères et nos sœurs tahitiens qui étaient dans la détresse la plus grave. Mais avant de me rendre à Nouméa, j'avais dépêché sur place mon ami qui était directeur de cabinet, Richard Bigogne. Donc j'appelle Richard et il y avait un bruit sonore, un bruit de fond qu'on entendait et c'était les CRS. Et ils se castagnaient, ça tapait dur. Nouméa était en état d'urgence et j'entendais les grenades lacrymogènes, les cocktails Molotov en bruit de fond. Au cours de notre conversation, donc je dis à Richard, « Richard, ça va ?» Et lui, il dit, « Oui, ça va, il n'y a pas de problème. » Alors que ce qu'il disait était contredit par ce que j'entendais. Et voilà un peu l'ambiance qu'il y avait en Nouvelle-Calédonie à l'époque. Et je suis très, très heureux aujourd'hui qu'on ait retrouvé une certaine paix en Nouvelle-Calédonie. Le 4e Festival des Arts du Pacifique devait justement avoir lieu à Nouméa en juillet 1985. Mais la situation sociale et politique ne l'a pas permis. En février, alors que l'on allait vers une annulation et un report du festival, le président Floss décidait de relever le défi et de l'organiser à Tahiti. Il fallut abattre en 4 mois le travail de 4 ans. La salle Auraitini-Hau, à Pirae, fut construite en 40 jours pour accueillir dignement les spectacles de danse. Et ce fut une magnifique réussite. Le 29 juin, toute l'Océanie affluait à Papeete pour fêter avec nous le premier anniversaire de notre autonomie au son de notre hymne et sous notre drapeau polynésien. La fête fut toutefois gâtée quand, le 10 juillet, en plein festival, des agents secrets français coulaient le Rainbow Warrior, le navire de l'association écologiste Greenpeace, dans le port d'Auckland, causant la mort d'un militant. Alors, notre succès culmina en 1986. Le 16 mars, le Tahoe Rahuiratira
alors unique champion de l'autonomie, remportait largement les élections territoriales. Pour la première fois, un parti politique obtenait à lui seul la majorité absolue à l'Assemblée. Le même jour, nos deux candidats, Gaston Floss et Alexandre Leontiev, étaient élus députés. Un apport décisif pour la majorité nationale qui n'était alors que de deux voix. Tu te souviens, Édouard, hein? Grâce à ces deux voix, Jacques Chirac était nommé Premier ministre le 20 mars. Dans la foulée, il offrait à Gaston Floss le secrétariat d'État au Pacifique Sud, faisant de lui le premier océanien de l'histoire à participer au gouvernement d'une grande métropole. Nous avions apparemment tous les atouts en main. Hélas, cet état de grâce fut trop bref. Notre autonomie n'allait pas tarder à affronter ses premières épreuves. La nouvelle pirogue filait bien par beau temps. C'est le cas pour Hokulea. Mais comment allait-elle résister dans la tempête? En effet, de gros nuages s'accumulaient dans notre ciel politique et social. En 1987, à la demande pressante du Premier ministre, Gaston Floss choisissait de se consacrer à plein temps à ses fonctions de secrétaire d'État. Pour lui succéder à la présidence du gouvernement, il décidait, et nous l'avions fait ensemble avec Édouard, encore une fois, de soutenir la candidature de Jackie Tewira, qui fut élu le 12 février. Une agitation sociale n'a pas tardé à se manifester. Alors, ce n'est pas la faute de Jackie Tewira. Hein. L'horrible drame, le 2 septembre, l'horrible drame des bûchers de Faïté provoquait une vague d'émotions dans tout le pays et bien au-delà de nos frontières. L'atmosphère était électrique. L'orage éclata le 23 octobre. Sur le port, une grève des dockers tournait mal et dégénérait en émeute, s'achevant par l'incendie du centre-ville de Papeete. Il n'y eut heureusement pas de victimes, mais les dégâts furent considérables, aussi bien dans la ville que dans les esprits. Et j'étais donc porte-parole du gouvernement, et je me souviendrai toujours, j'étais sur RFO, et puis je commentais l'actualité, et j'expliquais pourquoi les événements, la raison pourquoi ces événements sont survenus et dans quelles conditions. J'expliquais que c'était la réforme de la manutention portuaire. Et la journaliste ou le journaliste, tout de suite, me fait entendre l'intervention du porte-parole du gouvernement central de l'époque, c'était Alain Juppé. Et aussi un compagnon. Et Alain avait, de sa lorgnette parisienne, avait une toute autre interprétation que la nôtre. Et il nous disait, il expliquait les événements en disant qu'il n'y avait pas assez de répartition sociale dans notre pays. Voilà, c'est vu de Paris, mais il avait pas tout à fait tort. Mais ce qui a provoqué, pour nous, Polynésiens, les événements, c'était bien la réforme de la manutention portuaire. Quelques semaines plus tard, Alexandre Leontiev parvenait à entraîner dans son sillage assez de nos compagnons pour mettre le Tahuera Huiratira en minorité à l'Assemblée et il se faisait élire président du gouvernement. Il est resté pendant 4 ans jusqu'en 1991. Aux élections territoriales, le Tahuera Huiratira retrouvait la majorité et Gaston Floss reprenait les rênes du pouvoir. Ça ressemble à une chanson que l'on connaît bien, hein? Mais le pays était alors dans une situation économique et financière catastrophique. Voilà. Et on reprend toujours ce même cycle. Notre jeune autonomie faillit bien ne pas y survivre. J'eus alors le redoutable honneur qui me confie la vice-présidence du gouvernement. Et pour couronner le tout, 1 an plus tard à peine, en avril 1992, alors que nous nous efforcions de redresser nos finances, le président Mitterrand décidait d'un moratoire sur les essais nucléaires. Quel choc! Comment faire face? Et Christian Vernodon, que je salue au passage, se souvient bien de cette époque-là. Sur quelle économie appuyer notre politique sociale?
sanitaire, éducative, culturelle, quand la manne du CEP se tarissait soudain. En principe, on ne parlait alors que d'une interruption temporaire des essais, mais il était déjà clair que leur arrêt définitif surviendrait à brève échéance. Des discussions furent engagées avec l'État pour tenter d'élaborer un plan de développement dans le cadre de ce que l'on a appelé le pacte de progrès. Toutes les bonnes volontés furent mises à contribution. Toutes les idées étaient les bienvenues. Le président décida de lancer une consultation populaire d'une ampleur sans précédent, au cours de laquelle chacun put s'exprimer sur tous les sujets d'intérêt général. Les débats furent extrêmement suivis et même publiés intégralement dans la presse. Ils permirent d'élaborer la Charte du développement, document fondateur de notre stratégie économique pour les décennies à venir. Cependant, le moratoire sur la bombe atomique menaçait de déclencher une explosion économique dans une poudrière sociale. Voilà pourquoi, malgré le soulagement apporté par l'arrêt des tirs, beaucoup rêvaient quand même secrètement à une reprise. Elle eut bien lieu 3 ans plus tard, mais loin de calmer les esprits et de ramener la prospérité espérée, c'est elle qui servit de détonateur. Le 23 juin 1995, j'étais élu pour la première fois maire de Papeete. Je prenais en charge une commune sous tutelle financière de l'État, dans laquelle tout était à reconstruire. 2 semaines plus tard, le 10 juillet, le président Chirac décidait la reprise provisoire des essais à Moruroa. Cette annonce provoqua la colère et la révolte d'une partie de la population. En septembre, Papeete était brûlé. Comme 8 ans plus tôt, l'aéroport était saccagé. Et 2 quartiers du centre-ville de Papeete avaient été complètement détruits. C'est le quartier Farnam et le quartier Gisson, près du pont de l'Est. Et je vous assure qu'on a passé des moments très très difficiles. Nous avons logé une 60aine de familles à la mairie même. Et nous leur avons donné à manger. Ils ont pu obtenir quelques indemnités pour une période de 6 mois, mais il a fallu reconstruire. Et heureusement que l'État était à nos côtés pour pouvoir reconstruire ce qui avait été détruit. En juillet 1996, après l'arrêt définitif des essais, notre autonomie franchit une étape supplémentaire avec une évolution statutaire bienvenue mais inachevée. 1 an plus tard, élu député, je quitte le gouvernement pour me consacrer pendant 15 ans au service de mon pays au Palais Bourbon. Les années suivantes furent fécondes en belles réalisations. Naissance de l'Université de la Polynésie française, lancement du chantier de l'hôpital du Taoné, construction de la route des Plaines, aménagement de Toata, de Vérité du front de mer, les aérodromes dans les îles, une fréquentation touristique record, pour n'en citer que les principales. En 2003, le président de la République, Jacques Chirac, nous faisait l'honneur et l'amitié d'une visite officielle. La spécificité polynésienne était solennellement inscrite dans la Constitution, comme l'a rappelé notre président. Puis, il y eut 2004. L'autonomie allait fêter ses 20 ans. Malgré les obstacles, les maladies infantiles, on pourrait qualifier ça de cette manière-là, les coups durs et les coups bas, elle était toujours là, belle, bien vivante. Elle avait grandi, elle s'était stabilisée. En février, un nouveau statut venait conclure des années de négociations institutionnelles avec l'État. Nous, Polynésiens, disposions désormais de tout, ou de presque tous les outils nécessaires à notre propre développement économique, social et culturel. Une ère nouvelle s'ouvrait sur les meilleurs auspices. Hélas, le ciel et le peuple en décidèrent autrement. Aux élections territoriales d'avril 2004, pour quelques centaines de voix, nos adversaires indépendantistes obtinrent la majorité à l'Assemblée. À la surprise générale, profitant de nos divisions et de la nouvelle prime majoritaire, Oscar Temaru s'est brutalement retrouvé aux commandes du pays. On connaît la suite. Et pourtant, en dépit de tout, l'autonomie est encore debout. À 30 ans, ayant traversé toutes ces épreuves, elle a largement prouvé sa résilience. Elle a montré qu'elle n'était pas un système bancal, comme certains le prétendent, mais bien une solution institutionnelle
durable et adapté. C'est la meilleure formule possible entre les extrêmes de la départementalisation et de la sécession, toutes deux également rejetées par la grande majorité des Polynésiens. Qu'est-ce que l'autonomie? Que sommes-nous si fiers et heureux de célébrer aujourd'hui? À quoi correspond précisément cette notion à laquelle nous sommes si profondément attachés? À mon sens, elle se définit par trois principes essentiels et intangibles. Le premier de ces principes est que nous sommes avant tout des Polynésiens. Nous ne sommes qu'un petit nombre, presque une espèce menacée, vivant dans un pays minuscule, isolé dans l'immensité océanique. Notre culture unique et notre précieux environnement, notre histoire, notre art de vivre, notre langue, l'esprit de nos ancêtres, nos symboles doivent absolument être protégés et préservés. Nous en avons le devoir pour les générations futures et nous y sommes déterminés. L'autonomie de la Polynésie française, c'est donc d'abord et bien évidemment la liberté de nous gouverner nous-mêmes démocratiquement. Mais que serait la liberté sans les moyens de l'exercer? Notre pays ne manque certainement pas de ressources, tant humaines que naturelles. Mais à quoi bon des ressources si l'on en est incapable de les exploiter pour le bien de son peuple? Posséder la liberté, c'est essentiel. Encore faut-il être capable de l'exprimer dans l'intérêt général de notre Fénois. Nous, autonomistes, pensons qu'il serait suicidaire d'ajouter le handicap de la monture institutionnelle à toutes les contraintes naturelles qui nous sont déjà imposées. Nous refusons la régression, l'ignorance et la misère pour nos enfants. Nous ferons tout pour qu'ils ne soient jamais contraints de s'expatrier massivement, pour faire vivre leur famille, comme c'est malheureusement le cas chez tous nos voisins indépendants du Pacifique. Le développement et la modernisation de notre pays sont indispensables. Nous n'avons pas d'autre choix que d'aller de l'avant. Pour cela, un petit pays comme le nôtre, avec les contraintes que j'évoquais tantôt, ne peut trouver son salut que dans un partenariat avec un grand ensemble national. Nous avons la chance d'être profondément unis à la France par des liens sociaux, culturels et familiaux, des liens du cœur et de l'histoire. Ces liens qui nous ont épargné les souffrances subies au cours des 2 derniers siècles par beaucoup de nos voisins océaniens. C'est pourquoi le second principe qui définit l'autonomie telle que nous la concevons, c'est que, tout en étant d'abord polynésiens, nous sommes aussi français. Notre liberté de nous gouverner nous-mêmes doit s'exercer dans le cadre de la République et de sa Constitution. C'est du reste le socle du statut de 2004. Il y a là une limite à nos libertés politiques, mais c'est aussi la garantie de nos libertés politiques et individuelles. Même si la France ne se montre pas toujours à la hauteur de sa réputation, ni de cette tradition, elle est un des pays les plus démocratiques, un des plus respectueux des droits de l'homme et des femmes, bien sûr. Dans le monde d'aujourd'hui, cela reste un privilège d'être français, et même plus encore, d'être française, pas encore voilée, et européen par-dessus le marché. Notre autonomie ne doit pas nous priver des bienfaits de l'Union européenne auxquels ont droit d'autres collectivités françaises d'outre-mer. Nous avons au contraire toutes les raisons d'y prétendre. L'Union européenne n'a pas tant de représentants que cela dans le Pacifique. Elle devrait prendre davantage conscience de l'importance stratégique de la Polynésie française dans le monde. Des baleiniers du XIXe siècle jusqu'aux essais nucléaires, et sans doute demain les minerais essentiels et les richesses de l'océan, les archipels du Pacifique en général, et Tahiti en particulier, ont toujours joué et joueront certainement à l'avenir un rôle géostratégique de premier plan. À des milliers de kilomètres à la ronde, la Polynésie française est seule à disposer d'un aéroport international, d'un port en eau profonde, d'un hôpital moderne, d'un réseau de communication performant, d'une université, d'un réseau commercial et hôtelier de haut niveau. Bref, c'est une oasis de civilisation au cœur du désert liquide. Un endroit incontournable, idéalement situé, bien équipé, ouvert et libre. Et tout cela, c'est en grande partie grâce à l'autonomie. Pour nous, l'autonomie n'est pas une étape
vers une indépendance programmée, allant inéluctablement dans le sens de l'histoire. Pour nous, l'autonomie est un aboutissement. C'est le système qui nous convient, mais par nature, c'est un système évolutif. C'est une quête continuelle et légitime de nouvelles responsabilités politiques et économiques. Cette quête, qui a marqué notre autonomie depuis sa naissance, se poursuivra jusqu'à sa limite extrême. Et cette limite, c'est tout simplement l'appartenance à la République française qui nous garantit notre nationalité, notre sécurité, notre monnaie et notre justice. D'ailleurs, il s'en est fallu de très peu pour que la Polynésie ne soit anglaise plutôt que française. Mais on connaît l'histoire. On aurait pu rouler à gauche. Mais enfin, grâce à l'autonomie, rien de tout cela n'est arrivé. Peut-être indépendant, à force de rouler à gauche. Parce que nous sommes Français, Polynésiens et Français, notre niveau de vie moyen est de très loin le plus enviable de tout le Pacifique Sud insulaire. Aucun État indépendant de la région n'est en mesure de fournir à ses populations des services publics comparables aux nôtres. La Cour des comptes vient encore de le souligner dans un rapport récent sur la santé en Outre-mer. Y avons-nous perdu notre âme? Le progrès, l'ouverture et la modernisation de notre société ont-ils tué la culture maori? Certainement pas. Au contraire, notre culture traditionnelle est bien vivante. Elle s'épanouit pleinement dans un espace de liberté et de convivialité. En réalité, jamais la culture polynésienne n'a été si rayonnante ni admirée dans le monde entier. Notre statut n'est certainement pas parfait. L'usage en montre ses défauts et ses faiblesses qu'il faudra corriger. Mais comment pouvait-il en être autrement avec un texte aussi novateur dans le droit français? Lors de sa visite officielle en 2006, le ministre de l'Outre-mer, François Baroin, insistait sur le caractère exceptionnel de l'autonomie polynésienne dans l'ensemble français, soulignant la qualité de l'outil dont nous disposons pour forger notre avenir. Il avait en outre rappelé que la Polynésie française était une collectivité d'outre-mer qui bénéficiait d'un important soutien financier de la métropole. Nous n'y voyons rien de choquant. Notre pays n'est-il pas aussi celui qui a consenti les plus grands sacrifices et accepté les plus grands risques pour contribuer à la sécurité et à la grandeur de la France? À ce propos, il me semble que le temps est venu pour l'État de penser les blessures du nucléaire. Ces blessures sont réelles, douloureuses. L'adoption de la loi Morin montre que l'existence de victimes et de préjudices est reconnue. Pourtant, ce texte ne traite pas le problème de manière satisfaisante. Il faudra pourtant bien que ce soit fait un jour. Alors pourquoi tarder? N'oublions pas, n'attendons pas que les victimes ne deviennent des martyrs dont la mémoire entretiendra les braises de la colère et du ressentiment. Car enfin, le troisième principe de notre autonomie, c'est que les relations entre la France et la Polynésie française doivent s'établir sur les bases de la confiance et du respect mutuel. Le succès ou l'échec de notre autonomie dépendent étroitement de la qualité de nos rapports avec l'État. Voilà pourquoi les dossiers aussi lourds que la reconnaissance et l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, la rétrocession des terrains militaires aux communes, le financement de régimes de solidarité et quelques autres dossiers doivent être réglés sans délai pour ne pas perturber l'harmonie de notre partenariat ou même pire, le mettre en péril. Nous avons besoin de la France, mais nous ne voulons pas vivre à ses crochets comme des assistés, tout en la méprisant, comme on a pu le voir au cours des années passées. La France soutient notre développement, c'est vrai, mais nous participons à son rayonnement et à son image et à son succès. Des touristes du monde entier nous visitent. Parmi eux, il y a de nombreuses personnalités éminentes et influentes dans tous les domaines. Les Polynésiens consomment les produits français en grande quantité. Quoique dans ce domaine, les produits chinois ne sont pas mauvais non plus. Grâce à nous,
Et aux deux autres collectivités du Pacifique, la langue et la culture française restent bien solides et présentes dans un univers anglophone. Avant de conclure, j'aimerais rendre hommage aux bâtisseurs de l'autonomie. Comme l'a dit notre président Edouard Fritsch, je pense bien sûr à Poana Aopa. Il a eu le courage de bousculer les mentalités. Nous espérons tous que sa mémoire sera bientôt officiellement réhabilitée. Francis Sanford et John Teariki firent eux aussi grandement progresser l'autonomie en obtenant le premier statut officiel d'autonomie de gestion en 1977. Et ainsi de suite, on pourrait rendre à Émile Vernodon, à tous ces gens, à Naya Bourgeois qui est ici, tous ces gens-là se sont battus pour l'autonomie, chacun en fonction de ses moyens, avec toutes les capacités que nous avions à l'époque. Mais bien naturellement, mon hommage ira en particulier à notre président Gaston Floss, le père de l'autonomie moderne. Il a voué sa vie à ce combat. Il s'est battu pendant des années pour que la Polynésie demeure française. Il l'a redit encore tantôt, tout en restant polynésienne aussi pleinement que possible. Et contre vents et marées, il continue à y consacrer toute son énergie. Nous vivons une période de bouleversement rapide. Le futur est incertain et il nous inquiète. Mais il est également plein d'espoir et de promesses. La crise profonde que nous traversons peut se révéler comme un moment privilégié pour tester notre capacité à continuer de vivre ensemble dans la paix et à assumer honorablement les responsabilités pour lesquelles nous avons tant lutté. L'autonomie est un système de gouvernance moderne et bien adapté à notre situation, à notre société et à nos besoins. Mais elle n'est pas simplement un concept institutionnel. Elle s'appuie aussi sur des valeurs fondamentales et traditionnelles autour desquelles nous pouvons nous rassembler. Elle s'est réalisée dans la longue perspective historique évoquée tantôt sous l'impulsion de quelques grands hommes. Désormais, c'est à chacun d'entre nous de construire l'autonomie de demain. Nous devrions méditer sur notre implication personnelle dans cette évolution. Il faudra nous montrer à la hauteur de l'héritage de nos aînés, le préserver et le transmettre bonifié à nos enfants. Je vous remercie.